Bonjour à tous, mon nom est François Retter, je suis consultant avant-vente spécialisé sur les thématiques décisionnelles au sein du groupe SAP. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Léonard Barnou et de François Bernard, donc tous deux qui font partie des personnes avec qui nous travaillons régulièrement au sein de SAP. Donc Léonard Barnou qui fait partie de la société JB Smith, qui est responsable avant-vente de cette société, et François Bernard, donc, qui est responsable BI au sein de AERA Assurance. Alors ils vont se présenter plus concrètement, plus en détail suite à cette présentation qui va couvrir donc l'agenda suivant. Alors, donc dans un premier temps, j'aimerais aborder des éléments d'introduction afin de mieux expliquer l'objectif de cette présentation. Et je voudrais aborder la stratégie décisionnelle de SAP Business Objects et l'accompagnement qu'on souhaite proposer à nos clients. Ensuite, donc, Léonard prendra la parole pour vous parler de la collaboration que l'on a avec JB Smith. Et François, donc d'Arrêt Assurance, vous parlera donc du succès qu'il a eu lors d'un projet de migration qui a été réalisé en partenariat avec JB Smith. Et nous terminerons donc cette session avec les questions et les réponses. Donc si vous avez des questions au cours de cette présentation, n'hésitez pas à les noter. Vous pouvez les adresser par chat. Donc, on reviendra sur les questions qui auront pu être posées au travers le chat, et simplement en fin de présentation. Ou également, vous pourrez prendre la parole. Donc, en ce moment, les lignes sont mutées. Mais je vous inviterai à retirer la fonctionnalité mute de vos téléphones en fin de présentation uniquement, si vous souhaitez adresser les questions que vous aurez pu avoir au cours de cette présentation. Donc pour commencer par des éléments introductifs donc de SAP et SAP dans l'économie digitale, j'aimerais revenir sur quelques chiffres introductifs, donc les suivants. Donc pour recontextualiser, SAP existe depuis 45 ans et a développé une expertise dans plus de 25 secteurs d'activité différents. Il y a des éléments qui sont importants de noter, qui sont le chiffre d'affaires de SAP qui est particulièrement conséquent en 2016, qui a représenté 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ceci est rendu possible grâce aux employés, 82 400 employés qui sont répartis à travers le monde, mais pas seulement. C'est pour ça aussi que je voulais reprendre ce slide d'introduction en termes de SAP. Donc aujourd'hui, on a plus de 330 000 clients qui nous font confiance grâce à un écosystème de partenaires et de consultants qui permettent de construire une relation tripartite avec nos clients. Donc. Et si vous voulez, donc SAP en quelques chiffres, c'est certes un historique conséquent, un chiffre d'affaires conséquent, mais c'est également un nombre d'employés et de partenaires, un écosystème qui est particulièrement riche et qui permet d'avoir une relation très proche avec nos clients. Maintenant, donc, si on va un petit peu plus loin, donc SAP souhaite accompagner ses clients dans une transformation digitale avec un cœur de stratégie, donc du transactionnel. SAP est connu pour sa stratégie et pour son activité en ce qui concerne l'ERP, mais pas seulement. On voit ici que dans ce digital cœur, donc dans ce cœur de son cœur digital, SAP accompagne également ses clients avec un ensemble de processus, de solutions décisionnelles qui sont directement intégrées au transactionnel. Et c'est important de le souligner parce que SAP est connu pour son ERP, mais on le voit ici que dans le cœur de la stratégie, on a également du décisionnel. Et c'est ce qui nous emmène aujourd'hui dans ce meeting, et c'est pour ça que je souhaitais aborder cet élément. Maintenant, on le voit dans la stratégie qu'SAP a pour accompagner ses clients, on a d'autres aspects. On a différents piliers, on a 4 piliers. On a l'expérience client, donc l'expérience client qui tourne autour des solutions permettant d'accompagner nos clients dans la gestion des forces de vente, dans la gestion du service après-vente, mais également des fonctionnalités de commerce et de marketing. C'est l'ensemble de la suite qui porte la dénomination de Ibris. On a également l'engagement du personnel ici, en haut à droite, avec des solutions telles que SuccessFactors. On a la gestion des dépenses avec Ariba et Concur, dont SAP a récemment fait l'acquisition. Et l'Internet des objets, la chaîne logistique, avec une suite également de solutions sous le nom de Leonardo. Donc si vous voulez, on le voit ici, il est important de noter que SAP a un cœur de stratégie qui repose sur l'ERP, qui repose sur le décisionnel, mais également un ensemble de piliers qui permettent d'accompagner nos clients dans cette transformation digitale et qui sont directement intégrés à ce cœur de stratégie. Et je souligne sur ces éléments parce que SAP est le seul acteur sur le marché
avoir un tel accompagnement dans la transformation digitale de nos clients. Maintenant, ce qu'il est important de noter, au-delà de ça, en ce qui me concerne, donc je prêche pour ma paroisse, c'est que le décisionnel est dans le cœur de cette stratégie de transformation de SAP. Alors maintenant, si on va aller un petit peu plus loin, en ce qui concerne la stratégie décisionnelle, SAP souhaite accompagner ses clients tout au long d'une courbe de maturité qu'on peut voir à l'écran. Donc on le voit, en axe d'abscisse, on a la maturité, en axe désordonné, on a l'avantage compétitif, et donc on le voit sur cette courbe de maturité, tout naît des données qui sont exploitées au sein d'une organisation. Les données sont brutes, elles sont ensuite épurées, elles sont transformées en vue d'en faire l'analyse. Donc elles sont stockées dans un data warehouse, elles sont transformées avec un ETL, comme on peut le voir. Les données sont le cœur de tout système décisionnel, puisque sans données épurées, on ne peut pas faire d'analyse et on ne peut pas déployer un projet décisionnel. À partir de là, seulement, on commence à construire une BI dite d'entreprise qui permet de construire des rapports standardisés, des rapports ad hoc. Ici, l'objectif est d'industrialiser son reporting, tant sur l'acquisition des données que sur la diffusion des rapports. Avec ces deux premiers jalons de cette courbe de maturité, on répond à des problématiques de typologie. Que s'est-il passé? Ceci dit, avec le temps, on a vu de nouvelles problématiques apparaître et on a vu qu'il était important de se positionner sur des problématiques à destination de l'utilisateur final. C'est pour cela qu'on a construit une brique dite de BI agile, une BI en self-service, une BI de visualisation agile, permettant, comme je disais, de positionner l'utilisateur final au centre de la plateforme décisionnelle, et donc de répondre à d'autres problématiques de typologie. Pourquoi cela s'est-il passé? Puisque l'utilisateur final a une connaissance des données et peut aller s'interroger sur les explications d'une problématique. Et ensuite, donc, le dernier pan de cette courbe de maturité consiste en l'analyse prédictive, d'abord générique, ensuite de modélisation et d'optimisation, permettant de répondre à des problématiques de typologie. Que va-t-il se produire? Quel serait le meilleur scénario possible dans des cas d'optimisation? Alors pourquoi je vous parle de cette courbe de maturité? Bien parce que SAP accompagne l'ensemble de clients tout au long de cette courbe de maturité, de la gestion des données jusqu'à l'analyse prédictive, quel que soit le niveau de maturité du système décisionnel de nos clients. Et donc de fait, lorsque nos clients ont un projet de migration, si nos clients avaient des solutions dont ils avaient fait l'acquisition soit sur un modèle de licensing à la carte, soit sur un modèle de licensing où ils avaient uniquement les deux premiers jalons de cette courbe de maturité, bien, au cours de cette migration, ils vont pouvoir tirer le bénéfice, sans pour autant parler de solution ici, de software, de licensing, ils vont pouvoir tirer le bénéfice en fonction de ce qu'ils souhaitent adopter, des différents jalons de cette courbe de maturité. L'exemple le plus traditionnel, c'est de bénéficier de la brique de gestion des données, de BI d'entreprise et de BI agile. Mais on a également, comme je disais, des briques, un packaging de licensing qui est plus global et qui permet de couvrir l'ensemble de cette courbe de maturité. Alors maintenant, si on va aller un petit peu plus loin, quels sont les bénéfices de la plateforme décisionnelle? L'objectif d'une plateforme décisionnelle, c'est de traiter l'ensemble des sources de données. Alors ici, l'ensemble de ces sources de données, on en a simplement une légère représentation. Elles peuvent être des données d'ERP, des données d'un data warehouse, des données structurées, des données non structurées. L'objectif, c'est de pouvoir exploiter l'ensemble des problématiques, l'ensemble des typologies de données au sein de cette plateforme décisionnelle avec cette couche sémantique. Donc ensuite, on va définir des usages. Donc les usages qui peuvent être de différentes formes, du reporting, de la visualisation agile et de l'intégration à Microsoft Office. Le dernier aspect de cette plateforme décisionnelle, c'est de pouvoir exploiter ces données sur l'ensemble des terminaux, que ce soit en mobilité, sur un navigateur, de façon intégrée à un portail, et ainsi de suite. Donc l'objectif, encore une fois, d'une migration d'un projet décisionnel, ce sera de pouvoir tirer le bénéfice de l'ensemble de ces nouvelles fonctionnalités de la plateforme décisionnelle en termes de manipulation de données, en termes d'administration, en termes d'usage ou en termes de support. Alors, j'aimerais maintenant évoquer justement les bénéfices de cette couche, de cette plateforme décisionnelle en termes d'outils.
Donc pour aborder les choses rapidement, les outils, le principal outil, on l'a vu, c'est la deuxième brique de la plateforme décisionnelle, le reporting d'entreprise. Donc ici, j'ai intégré une vidéo permettant d'avoir un aperçu de la nouvelle expérience utilisateur en termes de reporting d'entreprise. On le voit ici, pour ceux qui connaissent le reporting d'entreprise, on a fait des évolutions significatives en termes de restitution, en termes d'expérience utilisateur. C'est un petit peu pour ceux qui connaissent et qui pourraient faire l'analogie dans le RP, le passage de SAP GUI à Fiori, qu'on a vraiment révolutionné l'expérience utilisateur qui permet de faciliter la consommation du reporting au sein d'une entreprise. Donc, ce reporting d'entreprise, aujourd'hui, adresse plus de 25 000 clients. Donc, c'est la solution pour faire du rapport standard, du rapport ad hoc, qui permet de fiabiliser la diffusion de l'information au sein d'une entreprise. Ce qui est important de noter, c'est que 70% des clients qui ont cette solution sont agnostiques, tout comme les données, la plateforme décisionnelle est ce qu'on dit data agnostique. Cette solution est client agnostique par rapport à SAP. Donc elle est très largement déployée chez des clients qui ne sont pas des clients SAP. Un deuxième élément qui est intéressant de noter, c'est que 50% des clients sont des grands clients, mais 50% des clients sont des petites et moyennes entreprises. Donc cette solution couvre un éventail de clients particulièrement large, tant de façon numérique que large en termes de chiffre d'affaires. Donc ici, si vous voulez, en termes d'innovation, on voit les innovations qui sont apportées au reporting d'entreprise. Maintenant, pour les clients qui sont historiques, certains d'entre eux n'ont pas la brique de visualisation agile. Et on le voit ici avec l'objectif de la visualisation agile, c'est de proposer une solution qui sera à destination des analystes métiers. Donc on va repositionner l'utilisateur final, l'analyste métier, au centre de la plateforme décisionnelle, en lui permettant d'avoir une solution qui sera facile à exploiter, tant sur l'acquisition des données, la manipulation des données, que sur la création des rapports. On le voit, comme le suggère la vidéo ici, on peut très facilement mélanger différentes informations, créer des restitutions visuelles, en faisant simplement du glisser-déposer, et on a les premiers rapports qui commencent à être construits. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on n'a aucune courbe d'apprentissage, puisque la solution est facile à exploiter. Et dans le même temps, on vient exploiter l'ensemble des bénéfices qui sont tirés parti par cette plateforme décisionnelle sur la partie base, donc la manipulation des données. Donc la direction des systèmes d'information vient fiabiliser l'information qui est poussée dans les rapports et va consacrer du temps à d'autres activités. Donc je voulais très rapidement évoquer les différents bénéfices qui pouvaient être apportés par une migration sur les nouvelles solutions, les nouveaux packaging de licensing, tant d'un point de vue donc licensing justement, le bénéfice d'avoir un éventail de solutions, de fonctionnalités qui est beaucoup plus important que par le passé, sur la partie basse de la courbe de maturité comme sur la partie hausse de la courbe de maturité. Et je voulais aborder rapidement les différentes solutions qui étaient couvertes par ces nouveaux packaging de licensing. Je voudrais maintenant passer la main donc, à Léonard, qui a offert la présentation de la collaboration de SAP et de JB Smith. Donc Léonard, oui, bonjour à tous. Je vais te mettre en présentateur. Ouais. Donc bonjour à tous. Léonard Barneau, donc je suis le responsable avant-vente chez GBN Smith. Donc GBN Smith, on est une société éditrice de logiciels qui se branche sur la suite SAP Business Object. C'est une société qui a maintenant 10 ans, qui a été créée par deux personnes dont une qui travaillait avant avec SAP à l'époque de la XI, des versions V5, V6, 5, passage en XI en 2007 pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, donc, on a 10 ans d'expérience, on est environ 70 personnes, principalement en France, et on aide 500 clients, parmi donc, les nombreux clients de SAP, 500 d'entre eux, sur la suite BI, à administrer en tout 2 millions d'utilisateurs Business Object, d'utilisateurs finaux dans Business Object. Donc on a aujourd'hui principalement des bureaux en France, à Lille et à Grenoble où je me trouve ici, et également des bureaux à l'étranger, à Londres, à Montréal et à Boston. Une information assez marrante, c'est que le cofondateur de Business Object, donc Denis Père, qui a fondé avec Bernard Liotto Business Object dans les années 90, a rejoint notre conseil stratégique
pour finalement orienter la stratégie de GBM Smith. Et c'est ça qui participe aussi à notre étroite collaboration avec les équipes de SAP et notamment par exemple des webinaires comme on est en train d'en faire aujourd'hui. Alors, donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sera la partie, je pense, la plus importante de ce webinaire. Ça va être concrètement un chemin de migration en utilisant nos différents outils dans la suite 360. Donc, je vais commencer par vous présenter ces différents outils succinctement, dans la théorie, et après je vous montrerai comment les utiliser dans le cadre d'une migration, et pour la pratique, je vous montrerai concrètement qu'est-ce qu'on peut avoir comme utilisation. Je ferai des petites démos tout au long du chemin de migration pour vous montrer réellement l'utilisation des outils sur une plateforme BI. Donc en tout, la suite se compose de 6 outils différents qui sont listés ici. Donc ça s'appelle 360 Suite, mais c'est bien des modules distincts que vous pouvez acquérir individuellement. Donc on a ici le premier module qui s'appelle 360 View, qui est un module qui permet de faire de la gestion en masse et de la mise en place de droits dans Business Object. Donc ça va être un module qui va permettre d'avoir beaucoup de gains de temps dans tout ce qui est nettoyage en masse de documents, d'utilisateurs, mise à jour en masse de propriétés d'utilisateurs, de propriétés de documents, mise à jour en masse de droits également pour interagir avec plusieurs intersections entre des groupes et des dossiers, etc. Ensuite, le module 360+, qui va être tout ce qui concerne la gestion des objets, donc la partie sauvegarde, la partie déplacement d'objets d'un environnement à un autre. Le module 364, dont on ne va pas trop parler aujourd'hui, parce que c'est un module qui est plutôt là pour des projets de diffusion de contenu Business Object, pouvoir planifier des rapports, les filtrer automatiquement. Donc là, on est un peu hors de la migration. Ce module, on ne va pas trop en parler aujourd'hui. 360 Bind, qui est un module très important dans la migration, qui permet de tester, concrètement tester les rapports BI, mettre 2 rapports côte à côte et vérifier les différences qui se trouvent entre une version XI3 et une version BI4, par exemple, ou même juste une montée en version de SP. 360 Univ, qui va permettre de mettre à jour en masse des objets d'univers. On va voir que c'est assez utile de pouvoir nettoyer les univers lors d'une migration. Et enfin, le dernier module, je le cache un peu ici, 360 Hive, qui est notre module principal pour la migration. On va en parler aujourd'hui, ça va être le module qu'on va présenter le plus aujourd'hui. C'est un module qui permet de documenter une plateforme BI. C'est-à-dire qu'on va avoir des jobs qui vont tourner sur la plateforme, vont venir récupérer toutes les métadonnées de la plateforme en termes de structure de documents, de structure d'univers, d'utilisation. Ils vont charger ces données dans une base de données et ensuite on va brancher du reporting BI, des rapports et des univers Business Object sur cette base de données pour faire les analyses. Donc tous ces modules fonctionnent sur les plateformes XIR2, XI3, BI4, en ULV, en UNX. Et on est justement en collaboration étroite avec SAP sur le plan fonctionnel, sur le plan fonctionnel commercial pour aider les clients à l'implémentation de la suite BI, donc notamment par exemple comme on fait aujourd'hui avec ce webinaire, mais aussi sur le plan technique, puisque nos équipes de développement côté GBM Smith travaillent régulièrement avec les équipes de développement Wavy, notamment à Levallois, pour justement pouvoir connaître mieux le SDK de la plateforme BI, se mettre en conformité quand les nouveaux SP sortent, etc. Donc on est vraiment 100% compatible avec toutes les versions de SAP Business Object. Donc voilà ce fameux chemin de migration. Donc on va passer un petit peu de temps sur cette partie-là. Donc c'est 10 étapes qu'on a mis en place en termes de bonnes pratiques pour pouvoir migrer une plateforme BI vers une 4.2, depuis une XI3, depuis une BI 4.0, depuis une BI 4.1. Et donc, je vais les dérouler. Petit à petit, je ne vais pas passer autant de temps sur chacune d'elles, mais je vais en présenter quelques-unes avec des petites présentations de démos des produits. Donc, les codes couleurs que vous voyez ici correspondent aux codes couleurs des modules qu'on a vus juste avant. Donc, concrètement, vous voyez qu'on a beaucoup de vert. Beaucoup de vert, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup du module 360 Hive, le dernier dont j'ai parlé, qui va être tout ce qui est analyse de métadonnées. On a un petit peu de jaune pour la gestion des objets, la sauvegarde, la restauration, la promotion. Un petit peu de bleu pour tout ce qui est mise à jour en masse des métadonnées, enfin des propriétés d'objets et nettoyage et puis mise à jour aussi de la sécurité. Et puis du rouge, le module rouge, c'est la partie test de non-régression pour pouvoir comparer. La première étape, donc, ça va être la préparation de l'environnement et c'est sûrement l'étape la plus importante dans ce chemin de migration puisque c'est dans cette étape qu'on va
faire un état des lieux de la plateforme pour vraiment finalement pouvoir évaluer le travail qu'on va devoir faire pour cette migration. Donc c'est là où on va découvrir combien de documents on a, combien d'univers on a, quels sont nos plus gros utilisateurs. Vraiment, on va pouvoir cartographier l'intégrité de la plateforme pour se rendre compte vraiment de la volumétrie et du contenu qu'on va devoir travailler pour cette migration. Donc pour ça, je vais vous montrer un certain nombre de rapports qui sont dans la solution ici. Donc je suis ici connecté à mon BI Launchpad. Comme j'ai expliqué brièvement, le module 360i, c'est concrètement un module qui permet de faire tourner des jobs qui se trouvent ici, qui sont des programmes Business Objects qui vont analyser la plateforme, et ces jobs vont donc extraire les métadonnées, valoriser une base de données sur laquelle on va brancher des rapports. Et je vais vous montrer quelques-uns de ces rapports, toujours dans le cadre de cette étape numéro 1 de préparation, qui sont des rapports d'un module qu'on appelle 360 Scan. Alors, pour information, on fait beaucoup d'évolutions dans nos produits, on sort des versions tous les mois environ. Et c'est ce jeu de rapport que je vous montre ici à l'écran. C'est un jeu de rapport qu'on a développé depuis maintenant 1 an avec SAP pour faire justement des états des lieux de plateforme. Pour vraiment travailler en collaboration avec SAP pour que SAP, avec les consultants, aillent chez les clients, mettent en place une version light de 360i qui s'appelle donc 360 Scan et fasse tourner l'outil et pour faire vraiment un état des lieux rapide d'une plateforme, découvrir quelle est la volumétrie de cette plateforme, les usages, mettre des tendances, de l'adoption, etc. Et donc, évidemment, quoi de mieux que cette partie de rapport pour faire un état des lieux de la plateforme, donc la première étape du chemin de migration. Et donc, le tout premier rapport qui est le plus logique, c'est la volumétrie. Donc, vraiment comprendre combien de rapports avons-nous dans cette plateforme, de quel type sont-ils, où se trouvent-ils, est-ce que ce sont plutôt des rapports personnels, est-ce que ce sont plutôt des rapports d'entreprise, et ensuite pouvoir identifier parmi les rapports personnels où se trouvent-ils, etc. Donc là, on a vraiment un résumé, vous voyez à l'écran, hein, nombre de documents dans les dossiers d'entreprise, nombre de documents dans les dossiers personnels. Généralement, le ratio est plutôt inversé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de documents dans les dossiers personnels que dans les dossiers d'entreprise sur une plateforme standard de client, on va dire. Là, c'est une plateforme de présentation. Et on voit aussi la taille que cela prend dans le File Store. On va retrouver aussi un autre rapport à côté, toujours dans cet état des lieux hein, de la plateforme. On va retrouver un rapport qui va lister le type de document qu'on a sur cette plateforme. Donc là, on a du Crystal, du Webby, et à côté, le nombre d'actions. Donc on voit qu'on a beaucoup de Crystal, mais très peu sont utilisés. Et globalement, ici, on a 1/3 des documents Webby qui sont réellement utilisés. Donc ça nous donne déjà une idée de savoir combien de rapports on va devoir migrer. Parce que finalement, visiblement, tout n'est pas utilisé. On va aussi avoir la même chose au niveau des utilisateurs, donc on va avoir des ratios d'utilisation. Est-ce que tous nos utilisateurs sont réellement connectés régulièrement sur la plateforme? Oui ou non? Donc on va avoir ici ce genre de camembert, où on voit ici qu'on a finalement que 1/4 des utilisateurs qui sont réellement connectés sur la plateforme. On peut aller un petit peu plus bas, aller chercher ces utilisateurs, hein, les most active users. Donc là on voit clairement, ça va changer, on voit clairement les utilisateurs, les top utilisateurs de la plateforme. Donc là, visiblement, sur le refresh, sur l'open, c'est Yasmina Kouti qui utilise le plus la plateforme. Là, on a Pauline, ensuite il y a moi, etc., etc. Donc on voit vraiment des informations importantes pour la découverte de la plateforme. Que dire de plus sur cette première étape? Une dernière information. Donc on a vu du contenu, on a vu un peu d'utilisation pour la découverte. On va voir aussi un petit peu de planification. Donc voilà, on a ce type de rapport qui présente ici un état des lieux, des planifications de la plateforme, quels sont les rapports les plus planifiés, vers quel type de destination, quels sont ces types de rapports, est-ce que ce sont plutôt des rapports Webby, des rapports des PDF, des programmes, etc. Et le type de récurrence le plus utilisé. Si derrière on veut descendre en détail, on a une liste complète de toutes les instances sur la plateforme, l'historique des documents. Donc ça c'est la première étape. C'est un résumé hein, concrètement, et derrière je pourrais vous montrer des 10 autres rapports pour faire cette première étape avec des choses beaucoup plus détaillées. Là c'est plus vraiment pour faire un état des lieux général. La deuxième étape, ça va être la sauvegarde. Puisqu'on va interagir sur la plateforme, on va devoir évidemment la sauvegarder. Donc concrètement, on va ici aller dans un module donc 360+, qui est une application web qui se déploie juste à côté du BI Launchpad. Vous voyez, c'est sur le même environnement. Et en fait, bon, je vais faire rapide, hein, mais concrètement, on a un job qui tourne tous les jours, qui crée des versions de nos objets. C'est un job incrémental. Et on peut ensuite restaurer individuellement un dossier, un document, un univers. En fait, on peut toujours cliquer droit, vous voyez, et on retrouve les versions de ces objets et on peut cliquer sur la flèche pour les restaurer. Donc, c'est une sécurité qu'on met en place dans cette étape 2 pour faire en sorte de ne pas avoir de problème si jamais derrière on fait du nettoyage et qu'on veut quand même restaurer les objets.
L'étape numéro 3, on va revenir dans 360 Eyes, c'est la partie identification du contenu inutile. Donc là, clairement, on va avoir 3 axes qui vont être les rapports inutilisés et dupliqués, les objets d'univers inutiles et les utilisateurs inactifs. Donc, je vais commencer par le premier au niveau des documents. Hop, ici. Voilà, donc on a ce document-là qui va ici présenter la liste de tous les documents de plateforme, l'intégralité. Alors là, vous ne voyez pas, hop, je me pousse un peu, ma chaise. Bon, j'en ai sur à peu près, voilà, j'en ai pour à peu près 70 pages. C'est juste derrière moi, hein, vous voyez pas, mais j'en ai pour 70 pages de documents qui sont listés et je vois en face de chacun d'eux le nombre d'actions, la date de dernière action et l'information la plus importante, c'est celle-ci, le fait qu'on n'ait pas d'action. Si on n'a pas d'action sur un document, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le migrer. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été utilisé, personne ne va le réclamer dans la migration, donc on peut nettoyer ce contenu à ce moment-là. On va faire la même chose au niveau des rapports dupliqués, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vérifier les rapports qui sont des copies parfaites. Donc on va avoir un document qui va lister exactement les copies de documents, des documents qui ont été dupliqués depuis le dossier personnel vers le dossier public, etc. Et on a aussi la même chose au niveau des objets d'univers. On peut vérifier concrètement les objets d'univers inutilisés. On va ensuite pouvoir nettoyer. Donc là, voilà, on a ce rapport-là qui nous dit cet objet d'univers n'est pas utilisé, celui-ci n'est pas utilisé, celui-ci est utilisé 6 fois dans des requêtes, etc., etc. Et enfin, sur les utilisateurs, on va avoir la liste complète des utilisateurs déjà connectés, jamais connectés. Donc là, pareil, on peut en profiter pour faire un peu de désactivation d'utilisateurs, de ménage dans les utilisateurs. Donc on peut ici aller voir la liste de ces utilisateurs avec leur statut jamais connecté ou déjà connecté. Voilà un petit peu pour l'étape 3, le nettoyage. À nouveau, il y a d'autres rapports derrière, plus complets. C'est vraiment ici, je vais assez vite pour respecter un petit peu le temps du webinaire, mais concrètement, on a beaucoup de rapports pour pouvoir nettoyer tout ça. Ensuite, identifier d'abord. Ensuite, le nettoyage, ça va se faire à travers des jobs. Donc là, je vais retourner dans l'application web. Donc concrètement, comment ça se passe? En fait, on a un certain nombre de rapports qui en fait sont rassemblés dans ce dossier-là. C'est des rapports pour mettre à jour en masse ou pour supprimer en masse des objets dans la plateforme BI. Donc vous voyez, c'est un dossier qui s'appelle 300 View Bulk Update, dans lequel on a 3 rapports. Cette liste est amenée à évoluer avec le temps, mais c'est ici concrètement que nos clients mettent leurs rapports qui ont un formatage assez simple, qui est le même format qui est attendu par le module 360 View dans l'application web, pour pouvoir faire des mises à jour en masse ou des suppressions. Donc, au niveau de la page de planification des jobs, on va en fait pouvoir ici venir récupérer au sein de cette liste un job qui va supprimer en masse des groupes, un job qui va supprimer en masse des utilisateurs, un job qui va supprimer en masse des instances, un job qui va supprimer en masse des documents, etc., etc. On identifie ce dont on n'a pas besoin et ensuite on met à jour en masse, on supprime en masse avec 360 View. Et j'ajouterais même avec le module 360 Univ, dont j'ai parlé en introduction, qui permet de mettre à jour en masse les objets d'univers, on peut également supprimer les objets d'univers en masse à travers des fichiers Excel. Donc vraiment très rapidement, en quelques clics, on met en place des jobs qui se basent sur des exports qu'on a fait via 360 Eyes pour venir supprimer en masse, nettoyer le contenu avant la migration. Ensuite, l'étape 5, ça va être la définition du parc de licences. Et concrètement pour ça, on va avoir un rapport, donc à nouveau dans 360 Eyes, on va avoir un rapport qui nous permet de faire ça, qui est le rapport sur les sessions, ce rapport-là, qui permet de vérifier les pics de sessions sur la plateforme au fil du temps, et donc de connaître finalement combien de sessions concurrentes on va avoir besoin pour notre pool de licences. La question est très simple. Combien je dois avoir de licences nommées? Combien je dois avoir de licences concurrentes? Et bien, ce numéro, ce chiffre, 224, c'est ici le nombre de licences concurrentes que je vais avoir besoin pour cette plateforme, puisque c'est le pic de session qui s'est passé dans le passé. C'est le plus gros pic que j'ai jamais eu. Alors là, c'est même peut-être exagéré, parce qu'on voit qu'en moyenne, on est beaucoup plus bas que ça. Mais concrètement, ce chiffre-là, 224, c'est ce chiffre qui va déterminer combien de sessions concurrentes on va avoir besoin, parce que c'est le maximum qu'on ait jamais eu dans le passé. À côté de ça, on a un autre rapport qui permet de lister, on l'a vu tout à l'heure, qui permet de lister les plus gros consommateurs de la plateforme. Et pour ces personnes-là, un top 10, un top 20, pour ces personnes-là, on va leur donner des licences nommées parce que c'est ces personnes-là qui se connectent tous les jours.
Donc, c'est comme ça qu'on détermine notre pool de licences sur des chiffres concrets. Entre l'étape 5 et l'étape 6, c'est là que va se passer concrètement la migration. C'est là qu'on va faire la migration à proprement parler, c'est-à-dire prendre les objets de notre ancienne version et les convertir dans notre nouvelle version. Ça se fait avec les outils qui sont livrés par défaut avec la plateforme BI, ça fonctionne très bien. Et on n'a pas forcément d'outillage pour ça. C'est vraiment de la conversion pure, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionnera d'autant mieux qu'on a déroulé les 5 premières étapes et donc on a diminué peut-être de 50, 60, on voit souvent ces chiffres, hein, 50-60% du contenu, on l'a mis de côté, on l'a archivé, donc forcément on a drastiquement réduit la volumétrie du contenu à migrer. Ensuite, on va passer sur l'étape de qualification. Donc, juste après avoir converti le contenu, on va pouvoir le comparer avec l'ancienne version, ce contenu, dans l'ancienne version de BI. Et pour ça, on utilise un module qui s'appelle 360 Bind. Alors, je vais vous montrer concrètement un exemple de mise en place de ce module à travers 2 documents. Donc, un premier document ici et un deuxième document ici. Je vais les ouvrir côte à côte. Si j'arrive à faire mon écran là, hop, du côté, je vais mettre celui-là. Ah, j'ai l'impression que j'ai ouvert 2 fois le même. En effet, j'ai ouvert 2 fois le même. Désolé. Hop. On va aller rechercher le numéro 2. Voilà. Donc là, j'ai mis côte à côte 2 rapports. Pour l'exemple, hein, ils viennent de la même plateforme, mais pour l'exemple, prenons l'hypothèse que ces 2 rapports viennent de 2 plateformes différentes. Celui de gauche, c'est notre plateforme X3, celui de droite, c'est notre plateforme BI. Pour les comparer, c'est faisable, mais c'est quand même pas forcément évident de les comparer manuellement. Donc on doit voir ici, par exemple, si on a une petite différence ici au niveau du graphique. On voit qu'on a une petite différence au niveau ici de la donnée dans le tableau. Mais voilà, concrètement, faire ce travail, cette gymnastique de test manuellement côte à côte, c'est forcément pas évident. Et surtout, la complexité, c'est qu'on va avoir du mal à identifier toutes les réactions. Là, on est sur un document qui fait 1 page. Si on a un document de 500 pages, ça va être très compliqué et très long. Donc concrètement, dans 360 Bind, comment ça va se passer? C'est qu'en fait, les documents vont être planifiés automatiquement et derrière, on va avoir un job qui va comparer leur planification, l'export qui a été fait de ces planifications. Et le résultat, je vais vous montrer le résultat sur les 2 rapports que je viens de vous ouvrir. Ça va ressembler à ceci. Donc là, on voit le rapport comparé et l'affichage via 360 Bind directement dans l'application web. Donc on voit ici le graphique avec les différences qui sont surlignées, le tableau avec la différence de données, le tableau ici là avec les différences de données, l'élément qui est manquant, un élément qui n'est pas présent dans la nouvelle version. Voilà. Toutes ces petites différences qui peuvent se passer lorsqu'on change de version, surtout dans les versions majeures, c'est un gros changement important sur la plateforme. 360 Bind va directement les identifier pour vous et ensuite vous allez pouvoir les corriger. C'est un module qui fonctionne aussi très bien en synergie avec 360 Eyes. On verra juste après une étape d'analyse d'impact qui va justement découler de ce que vous auriez pu identifier via 360 Bind. Pour vous montrer un exemple un peu plus concret de ce que peut ressembler un résultat de migration. Alors pour information, n'ayez pas peur. Ça va vous faire peur, mais n'ayez pas peur. Cette régression, on a pas mal de rouge dans ces exemples-là, mais cette régression est due à un seul problème en fait. Et je vais vous montrer ça. Voilà. On peut avoir ce type de tableau, mais il ne faut pas forcément prendre peur. C'est pas chaque cellule a un problème différent. C'est un seul problème qui crée en fait des différences au niveau, vous voyez ici des chiffres, au niveau des décimales. Ici concrètement, les décimales sont manquantes en fait dans la nouvelle version. Et ces chiffres-là, en fait, tout est dû derrière un changement de mode de calcul. Et il y a un moyen très simple de corriger ça derrière. C'est en changeant tout simplement les formules. Hein. On a dans 360 View, on a un moyen de mettre à jour en masse des formules de cellules Webby. Donc, le client, c'est des données clients, le client qui a mis en place ce test a pu derrière corriger facilement sa régression. Mais voilà, ça permet vraiment d'identifier toutes les régressions possibles et de ne pas en laisser passer. Et c'est ça qui est très important. L'étape suivante, c'est la comparaison. Donc, avec 360 Eyes, on va avoir différents moyens de comparer notre plateforme cible avec notre plateforme source après la conversion, après le nettoyage, après les tests, enfin, après le nettoyage et après les tests avec 360 Eyes, on va pouvoir aussi comparer, faire en sorte qu'on soit vraiment bien
sûr de ne rien laisser passer, notamment au niveau des métadonnées. C'est-à-dire que 360 bind va comparer les données, faire en sorte qu'on n'ait pas de régression au niveau de la mise en forme des données. 360 eyes, lui, va comparer les métadonnées. Et typiquement, si on veut comparer les métadonnées des univers, ben, on va avoir un document compare univers qui va permettre de vérifier côte à côte les objets modifiés, les objets créés, les objets supprimés, vous voyez. Donc là, c'est clairement un nouvel univers, donc tous les objets sont créés. Mais un peu plus bas, voilà, on a des objets qui ont été modifiés entre deux analyses, donc l'analyse XI3 et l'analyse BI4, par exemple. On verra les objets qui ont été modifiés dans leur définition, le select, le where, la table, etc. Donc on peut comparer comme ça nos différents paramétrages. Aussi, une autre comparaison qui est, je pense, très intéressante, et que d'ailleurs, un de nos plus gros clients a dû utiliser lors de sa migration 4.1 vers 4.2, c'est la comparaison de la sécurité. Alors pour une raison assez obscure, la sécurité n'avait pas été migrée sur certains éléments de sa plateforme BI, en passant de 4.1 vers 4.2, et donc il a dû comparer comme ça la sécurité. Donc là on voit un tableau qui croise tous les groupes et les utilisateurs avec tous les dossiers, et pour chaque dossier on voit deux lignes, un snapshot qui est 227, un snapshot qui est 283, donc c'est deux analyses 360 eyes, l'une sur la première plateforme et l'autre sur la deuxième plateforme, et on voit les différences qui sont surlignées en jaune dans cette matrice, et donc c'est comme ça qu'on peut identifier si on a des différences au niveau de la sécurité, et donc on le verra, c'est une étape pour remettre la sécurité en place. Voilà pour cette étape de comparaison. L'étape 8, ça va être l'analyse d'impact. C'est une étape qui fait vraiment écho à l'étape 6, c'est-à-dire que toutes les régressions qu'on peut identifier, on va ensuite pouvoir les analyser, analyser leur impact à travers toute la plateforme. C'est-à-dire, typiquement, la régression que je vous ai montrée sur les données clients, on fait une formule, c'est un round avec un format number qui ne fonctionnait pas bien ensemble. On doit modifier ça, on doit d'abord analyser où la régression, avant de pouvoir modifier de corriger, on doit d'abord analyser où la régression peut se reproduire ailleurs. Avec 360 bind, on a peut-être testé, 10% de la plateforme, on a identifié quelques régressions clés, on veut savoir sur 100% de la plateforme où ces régressions peuvent se produire ailleurs. Et bien, avec l'étape 8 et 360 eyes à nouveau, on va avoir un rapport qui va nous permettre de faire ça très facilement, qui est un rapport de documentation que j'ai ici. Voilà. Donc là, typiquement, on retrouve les formules de toutes nos variables, on retrouve les formules de toutes nos cellules à côté de la plateforme, donc tous les filtres, les sections, les blocs, les graphiques. On a la définition de tout ce qui compose un document, de tous les documents de la plateforme, et on peut faire des recherches là-dessus, analyse d'impact, vérifier où se trouvent potentiellement les régressions ailleurs. On va faire aussi la même chose au niveau des objets d'univers. On a un dossier spécifique pour ça, analyse d'impact, où on peut rechercher un objet d'univers où il se trouve dans les rapports, un champ de base de données où se trouve-t-il dans les rapports et les univers, etc., etc. Donc on peut faire des listings comme ça de rapports et d'objets d'univers en fonction d'une recherche sur un nom d'objet d'univers ou sur un nom de champ de base de données, un nom de colonne. Donc ça, c'est l'étape numéro 8. L'étape numéro 9, je ne vais pas vous montrer forcément grand-chose là-dessus, c'est vraiment la partie promotion. Donc c'est concrètement en fait une alternative à Promotion Manager. C'est une des fonctionnalités du module 360+, qui permet de déplacer les objets donc par glisser-déposer entre deux plateformes, ou bien par un job où on va venir faire de la promotion d'objets entre versions. Alors c'est intraversion, c'est-à-dire que c'est pas cet outil-là qui va permettre de migrer les objets d'une version XI3 vers BI4, mais c'est bien d'une version de BI 4.2 développement vers une version de BI 4.2 production. Il y a des jobs qui permettent de faire ça un petit peu différemment que le Promotion Manager, avec notamment des filtres qui s'appliquent sur la description d'objets, avec notamment des jobs qui permettent de faire du delta, des choses comme ça. Et enfin, la dernière étape pour conclure, l'étape 10 de la sécurité. Donc, elle fait écho à l'étape 7 où on a pu comparer la sécurité dans notre plateforme. Si on s'est rendu compte qu'on avait des deltas en termes de sécurité dans notre matrice de sécurité globale dans l'étape 7, et ben avec l'étape 10 et la matrice de sécurité du module 360 View, en formation, c'est la plus ancienne fonctionnalité de la suite. Cette matrice de sécurité, c'est une fonctionnalité vraiment très importante et qui a fait le succès en fait de GBN6 aux premières heures. C'est la possibilité en fait ici de venir sélectionner différents groupes, sélectionner différents dossiers, et ça va afficher une matrice ici avec la sécurité. Si on a besoin de remettre, vous voyez ici, donc on a un full control qui est placé tout en haut, qui est hérité, mais à certaines intersections, il n'est pas hérité. Si on a besoin de faire en sorte de remettre l'héritage, on peut sélectionner
toutes nos intersections entre nos groupes et nos dossiers et mettre à jour en masse ces options d'héritage pour mettre notre droit effectif. Voilà. Donc très facilement, on peut modifier la sécurité via cette matrice. Avant de laisser la parole à François Bernard, je vais juste dire un mot sur une offre qu'on fait spécialement aujourd'hui pour vous qui participez à ce webinaire. C'est en fait un service qu'on veut vous rendre concrètement. On veut en fait vous fournir, si vous le souhaitez, hein, bien sûr, si vous en faites la demande, vous fournir la version 360 scan de 360 Eyes. Donc comme je dis, c'est une version light de 360 Eyes qui permet finalement de faire quand même pas mal de choses du chemin de migration. Donc vous voyez, 360 Eyes, c'est quand même 50% de la migration. Et avec 360 scan, on est à peu près, voilà, on est surtout sur la première partie, un petit peu d'analyse d'impact, un petit peu d'analyse des licences, mais c'est surtout la première partie d'assessment, d'état des lieux. Et donc là, vous voyez 9 étapes pour vraiment comment déployer l'outil. Donc c'est un jeu qu'on fait en vous accompagnant. Et pour ce webinaire, on souhaite vous l'offrir concrètement. Ça prend quelques heures à faire tourner. Derrière, vous nous renvoyez les résultats, on analyse ensemble, on fait un état des lieux, on vous dit bah voilà, là concrètement, on voit que vous avez que 30% de votre contenu qui est réellement utilisé. Là, pour votre migration, vous pourriez faire du ménage, vous pourriez éviter de faire un projet trop long et trop coûteux pour votre migration. Donc c'est un service qu'on vous rend. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que vous avez pas mal de moyens de nous contacter via SAP, via les invitations de webinaire, ou bien à l'adresse ici qui s'affiche 364.368.io. Mais voilà. Donc c'est vraiment, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez bénéficier de 360 Scan. Ça va prendre quelques heures à déployer et vous aurez beaucoup d'informations sur votre plateforme intéressantes en vue de préparer votre projet de migration. Ouais, c'est une super nouvelle pour tous les participants du webinaire. Donc, tu souhaites passer la main à François Bernard désormais? Tout à fait, ouais. Ok. Oui, bonjour, François Bernard. Donc, je travaille dans la société Areas Assurance au sein de la direction informatique. Et je suis en charge de la partie BI et principalement Business Object. Donc nous sommes une société d'assurance mutuelle qui couvre tous les secteurs d'assurance. Donc que ce soit assurance dommage, assurance vie, et plus récemment on a une partie immobilier pour accompagner en fait les clients qui souhaitent faire des investissements immobiliers locatifs. Donc nous diffusons nos produits d'assurance via un réseau d'agents qui est assez conséquent, donc avec 500 points de vente, et ce qui nous fait ce qui fait que nous sommes le 7e réseau d'agents généraux en France. Donc on a un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros, on gère plus de 2 milliards d'euros d'actifs, et puis donc nous avons une longue histoire faite de changements de nom, de regroupements, mais voilà, donc l'origine d'Areas Assurance remonte à plus d'1 siècle. Donc ensuite, voilà, pour ce qui concerne notre utilisation de BO, donc qui remonte à 2002. Donc on a commencé par la version 6.5, donc qui était uniquement à l'époque disponible en version DESKI, donc client lourd. Ensuite, là, nous avons souhaité, alors là c'est une première migration semi-réussie, mais voilà, de mon point de vue c'était intéressant, ne serait-ce que pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Donc on avait fait une première migration vers la version XI 3.1, donc principalement en 2013. Et à l'issue de cette migration, donc semi-réussie, on était quand même resté majoritairement sur le client DESKI, alors qu'initialement on souhaitait passer en Webby. Donc pour plusieurs raisons. La raison principale c'était le périmètre de rapport à convertir, qui était donc assez conséquent. On est arrivé à 3500 rapports et encore on s'est rendu compte par la suite qu'on l'avait sous-estimé, puisque ces rapports étaient en très grande majorité stockés de manière locale par nos utilisateurs. On n'avait quasiment rien dans la plateforme et donc on n'avait pas de moyen de connaître réellement le périmètre de rapport. Donc ça s'était basé sur un peu le volontariat des utilisateurs. On leur avait demandé de déposer leur rapport utile dans un dossier partagé, ce qui nous avait amené à ces 3500.
Et puis voilà, en plus de ce volume quand même assez conséquent, on avait en plus une stratégie de migration qui n'était pas bien définie et donc qui était assez éloignée du chemin de migration idéal qui vous a été présenté un petit peu plus tôt. Suite à cette migration semi-réussie, on a cette fois-ci donc décidé de passer à la version XI 4.1. Alors en plus des apports de cette version et des nouveautés, on a souhaité rester dans une version maintenue par SAP, sachant qu'on avait eu une petite alerte avec la version précédente, avec un simple changement de version d'Internet Explorer, qui nous avait amené quelques régressions dans le fonctionnement de la version précédente, qui était encore maintenue, donc on avait pu bénéficier d'un service pack, mais voilà, on a pris conscience à ce moment-là qu'il fallait absolument rester dans des versions maintenues pour éviter d'être bloqué comme ça par une évolution système. Donc cette migration, nous l'avons faite avec un accompagnement d'une société qui s'appelle Twin Solutions, et qui nous a mis en contact avec GBN Smith, auprès de qui donc on a acheté la solution 360 Eyes, et ce produit donc a permis cette fois de définir un périmètre vraiment précis des rapports existants. Et donc cette fois on est arrivé à un point de départ qui était de 15 000 rapports, ce qui était donc assez inquiétant pour la suite. Mais donc on a pu réduire considérablement cette volumétrie par l'utilisation de l'outil qui nous a fait ressortir les rapports qui étaient déjà pas dupliqués et qui étaient réellement utilisés par les utilisateurs en choisissant une période en fait d'utilisation où on avait pris tout ce qui avait été utilisé depuis moins d'un an. On est arrivé à un périmètre beaucoup plus restreint de 2300 rapports qui était encore assez conséquent mais beaucoup plus réduit que le périmètre de départ. En plus de ce problème principal de volumétrie, donc on a cette fois-ci avec notre partenaire défini une stratégie de migration qui au final nous a permis dans un temps quand même assez réduit, puisque ça c'est le gros de la migration s'est déroulé en moins d'un an quoi. Donc on était quand même assez satisfait de parvenir à migrer, à convertir tous ces rapports dans un temps assez court vu le nombre de rapports concernés. Donc à l'issue de cette migration, l'outil 360 Eyes nous est toujours utile. Alors d'une part pour fournir des statistiques sur l'utilisation de BO, parce que j'ai en particulier un directeur qui est assez friand de ce genre de données. Et puis pour mon usage personnel, quelque chose qui est très important pour moi, c'est de pouvoir faire des analyses d'impact. Et j'ai eu le cas encore récemment où on m'a parlé d'un changement de codification sur une donnée. Et avec l'outil 360 Eyes, j'ai pu aller repérer facilement et rapidement tous les rapports et même plus finement toutes les requêtes au sein des rapports qui utilisaient cette donnée et donc pouvoir précisément quelles seraient les conséquences de ce changement de codification. Voilà, j'en ai a priori terminé pour mon témoignage. Merci beaucoup François Bernard pour l'écho pour ce témoignage. Je pense que ça fait écho à bon nombre de nos participants sur le retour d'expérience que vous avez eu, sur les challenges lors de la migration et les bénéfices tirés, tant sur la partie sélection des rapports et stratégie de migration. Ce qui est intéressant de noter, c'est un peu ce que vous soulignez à la fin, c'est que la solution continue à être exploitée bien que vous ne soyez plus en migration. Oui, tout à fait, oui. Et c'est vrai que le fait d'acquérir un outil, c'est aussi intéressant que ce soit pas seulement pour le temps d'une migration, mais que ce soit quelque chose qu'on puisse utiliser de manière permanente ensuite. Ouais. D'accord, non, mais c'est intéressant. Je propose qu'on bascule sur les questions-réponses. Si vous n'avez pas d'autres éléments à évoquer, tant sur la partie le retour d'expérience que sur la partie présentation, Léonard. Ouais. Ok. Donc pour les questions-réponses, donc j'invite l'ensemble des participants soit à adresser leurs questions au travers le chat. Donc je pense que vous avez vu où se trouvait le chat. Donc vous pouvez adresser vos questions sur le chat s'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez revenir.
sur la partie, donc la présentation du GBN Smith ou la partie de la réassurance. Sinon, vous pouvez également poser vos questions à l'oral si vous souhaitez parler directement. Vous pouvez retirer le mute de votre téléphone en appuyant sur étoile 6. Donc vous avez deux options pour adresser vos questions si vous souhaitez revenir sur certains éléments. Je vois, on commence à m'adresser une question là sur le chat. Donc c'est pour toi, Léonard. On me demande, est-ce que les modules de 368 peuvent s'acheter séparément? Oui, tout à fait, ouais. Chaque module est indépendant. Après, évidemment, on fait des réductions et des propositions commerciales intéressantes pour les paquets de produits quand on prend plusieurs produits. Ouais, d'accord, vous faites des packaging, vous faites du à la carte, mais vous faites du packaging un petit peu comme avec des offres intéressantes en fonction d'eux. Exactement. Ok. J'ai une deuxième question là. Quel est le temps pour une migration classique en termes de gain justement entre une migration classique et le temps que ça peut apporter la suite à 360? Alors, avec le chiffre qu'on pousse en général, c'est 80%. D'accord. Bon, c'est une communication assez parlante, mais en fait, ça dépend vraiment des modules qui sont utilisés. Ça dépend évidemment de la volumétrie. Bien sûr, le premier élément, ça va être la volumétrie du contenu à migrer. Et après on va parler plutôt en pourcentage que vraiment en temps réel. Typiquement, voilà, je pense à des projets de migration de plusieurs centaines de milliers de documents pour des très grands groupes. C'est des projets qui peuvent durer un an et demi, mais qu'on peut réduire à 6 mois, 9 mois. Avec 300 tailles, donc là on est plutôt sur du 50% de gains. Après, sur des bases très précises, je pense par exemple à un partenaire, un intégrateur qui a fait une migration très modeste, pas modeste, mais bon, de 300 rapports. Et il a notamment il est intervenu notamment sur la partie test de non-régression, donc l'étape numéro 6. Et donc 300 rapports, il avait estimé sans l'outil à peu près une dizaine de jours ce travail de test manuel, et ça lui a pris 2 jours avec l'outil. Donc là on est vraiment sur 80% de gain. Ouais, d'accord, c'est vraiment significatif. Alors, on me demande si les rapports qui sont vus dans la présentation sont fournis et si on a la possibilité de créer des rapports 360 spécifiques aux besoins de l'organisation. Ouais, tous les rapports sont fournis avec l'outil. Donc on a deux, comme on l'a compris, vous l'avez compris, il y a la partie 360 taille qui est le module complet. Donc là, il y a une cinquantaine de rapports fournis, y compris les rapports 360 scan. Et après, il y a le module Light, donc 360 scan, qui lui est plutôt pour la partie état des lieux, qui lui a une dizaine de rapports, environ 12 rapports, qui sont livrés avec. Pour la faisabilité de faire ses propres rapports, c'est complètement possible. C'est du BO complètement standard. On fournit 4 univers derrière. Et donc, vous pouvez créer vos propres rapports. Ce qu'on conseille en général, c'est de partir d'un rapport existant pour avoir la base, une requête avec les bonnes invites et le bon univers derrière requêté avec le bon contexte, etc. Et derrière, de partir de cette requête, de la dupliquer, de ne pas modifier la requête existante parce que comme on livre des versions assez régulièrement, on fait beaucoup d'évolutions dans le produit. Si on relivre derrière, on écrase nos propres rapports, donc vous perdez vos modifications. Donc bien partir d'un rapport existant, le dupliquer et ensuite faire ces modifications pour ajouter peut-être plus d'informations, sachant que quand on lance l'analyse, c'est une information intéressante, c'est marrant, quand on lance l'analyse des objets d'univers inutilisés sur nos propres univers, on est à peu près à 80% d'objets inutilisés. On n'est pas des très bons élèves, mais pour le coup, c'est justifié parce que nos rapports, 50 rapports, sont là pour vraiment donner des exemples d'utilisation d'outils. Sont pas là pour couvrir 100% des informations qui sont récupérées. Et puis, il y a un univers, c'est l'univers sur les champs du CMS, il y a 300 objets d'univers dedans. Donc, c'est un univers qui est très conséquent avec beaucoup d'informations. Ouais. Les rapports livrés de base couvrent certains cas d'utilisation, les plus communs, mais faut pas hésiter à les fouiller dans l'univers pour chercher vraiment des choses précises. Je pense par exemple aux filtres de requêtes, je pense par exemple à des options précises dans les options de planification d'instances, etc. D'accord. J'ai une question intéressante là, justement, on parle de la migration et du projet de migration de Business Object. Qu'en est-il sur le projet d'implémentation de GBN Smith, entre guillemets? Quel est le temps, le temps de projet de déploiement de la solution de GBN Smith, tant sur le déploiement que sur l'appropriation par les utilisateurs de la direction des systèmes d'information? Donc ce qu'on voit en général, il y a un petit peu de prérequis à mettre en place. Donc le prérequis
qui demande le plus de travail entre guillemets, c'est le fait de mettre en place une base de données dédiée à l'outil. Donc c'est généralement les clients la mettent en place à côté de la base des bases d'audit et des bases CMS de Business Object. Et derrière, faut compter à peu près 2 heures d'installation en étant accompagné. Si on n'est pas accompagné, compter une demi-journée, le temps de découvrir les documentations, etc. Ça se déploie 100% sur la plateforme BI, donc il n'y a pas de prérequis de serveur ou quoi que ce soit à mettre en place. Il faut juste avoir cette base de données. Donc voilà, compter une demi-journée d'installation un peu en autonomie. Et derrière l'appropriation de l'outil, faut compter quelques jours en général, le temps de faire tourner les données. Donc je parle vraiment pour 300 Ties, faire tourner les jobs pour récupérer les données. Donc aujourd'hui, on est dans une version qui est très performante, qui permet de récupérer à peu près 10 000 objets par heure. Donc si vous avez une plateforme importante, ça peut tourner plusieurs heures, hein, mais 10 000 objets par heure, c'est déjà assez rapide. Et derrière, le temps d'analyser les données, donc de découvrir les rapports. Il y a une documentation complète qui couvre tous les rapports avec à quoi ils servent, quelles sont les données qui s'y trouvent. Généralement, l'utilisateur, au bout de quelques jours, ils se sont appropriés. Généralement, ces outils répondent à des besoins très précis. Et donc, généralement, quand on les implémente, on sait à peu près ce qu'on veut. Et donc, on va chercher l'information précisément, tout en laissant de côté, finalement, les choses dont on n'a pas forcément besoin tout de suite. On a souvent des clients qui nous disent 368, c'est génial, ça me fait gagner un temps fou sur ce que j'utilise. Par contre, j'ai toujours un petit peu ce sentiment de ne pas utiliser 100% des fonctionnalités, parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Ouais. Et donc après, c'est pas si grave, finalement. On utilise ce dont on a besoin. Après, c'est juste, on est tous pris par le temps au travail tous les jours. Et donc après, c'est juste essayer de prendre le temps de se poser 2 secondes, de relire un peu les docs ou de demander à G26 ou aux intégrateurs d'une petite formation, d'accompagnement pour couvrir 100% des choses et là mettre en place peut-être plus de qualité, aller un peu plus loin dans l'utilisation des outils pour être proactif en fait finalement par rapport aux besoins purement métier. Le métier nous sollicite, ils ont besoin de supprimer quelque chose, on le fait, mais est-ce qu'on pourrait pas aller un peu plus loin et mettre en place des bonnes pratiques? D'accord. En parlant de performance, justement, j'ai une question là. Combien de rapports peut-on comparer à l'heure? Ça doit être un peu lié à l'installation, ça, non? Oui, alors c'est ça. En fait, c'est d'abord une analyse qui va se faire. Donc, comme je disais, c'est à peu près 10 000 rapports analysés sur une heure. Et ensuite, donc, une fois que ces 10 000 rapports sont analysés, donc sont chargés en base de données, derrière, les requêtes sont pratiquement instantanées. D'accord. Ouais, d'accord. C'est ça l'avantage de tourner avec des jobs en asynchrone, c'est qu'on n'est pas en requête directe sur la plateforme BI. C'est vraiment un système de BI en fait. C'est un dataware qui est chargé avec des jobs et ensuite du reporting sur ce dataware. D'accord. Bon, je pense que ça va être une des dernières questions. Là, on me demande quelle est la taille de déploiement en termes d'utilisateurs, en termes de time de déploiement, pardon, à partir de laquelle il est intéressant d'utiliser votre solution. Alors c'est une question intéressante. C'est vrai qu'on aurait tendance à penser qu'il y a besoin d'avoir quand même une certaine taille de déploiement pour que ça devienne intéressant de s'outiller. Finalement, c'est pas forcément le cas. Je vais être d'accord avec ce point-là sur le fait que c'est vrai que c'est souvent des déploiements importants qui implémentent nos solutions. Mais on a quelques contre-exemples, notamment des petites sociétés de spiritueux ou des collectivités locales qui sont pas forcément des parcs BO très importants, quelques dizaines d'utilisateurs, et qui ont implémenté 368 pour des besoins précis. Là, on est plus sur des besoins précis que sur des pertes de contrôle dues à la volumétrie. On est plus sur la sauvegarde, typiquement. Donc, ces sociétés spiritueuses, ils ont acheté 300 de plus parce qu'il y a un stagiaire qui a supprimé un jour l'univers qui était utilisé par les rapports de la direction. Forcément, ça n'a pas plu à tout le monde. Donc, ils ont acheté 300 de plus parce qu'il fallait avoir absolument cette assurance de pouvoir restaurer les objets individuellement. Alors, on a plein d'utilisateurs comme ça sur des sujets précis, des gens qui sont outillés. Voilà. Sachant que le prix, pour avoir les tarifs, le prix des modules dépend de la taille du déploiement. Donc finalement, même sur ces déploiements plutôt modestes, ça va pas coûter bien cher de s'outiller. D'accord. Okay. Bon, je sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins que tout à l'heure. On va laisser quelques instants si on a différentes questions, mais finalement c'était assez riche en termes de questions-réponses. Donc après, ce que tu proposais tout à l'heure, c'était aux personnes de pouvoir tester justement la solution. Oui, complètement. Faut pas hésiter à nous contacter pour justement mettre en place. Alors c'est vraiment une offre qu'on a fait pour ce webinaire là, de pouvoir mettre en place avec nous 360 scans, le faire tourner
Donc c'est la version light de 360 Hz. Le faire tourner, donc comme je l'ai dit, quelques heures pour faire tourner sur une plateforme de taille moyenne. Et enfin même moins d'une heure d'ailleurs sur une plateforme de taille moyenne en général. Et pour vous récupérez vos données, vous les analysez par vous-même ou bien vous nous demandez de l'aide, vous nous envoyez un peu des exports PDF, des rapports BI et on travaille ensemble pour les découvrir. C'est un travail qu'on peut faire côté GBN Smith ou en relation avec votre contact privilégié et commercial chez SAP dans les équipes de François. Vraiment, tout est très souple. On travaille en étroite collaboration avec les équipes de François. Donc, on peut imaginer toutes les solutions possibles. Ouais. Bah donc, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup François Bernard pour la participation au webinaire. Merci beaucoup Merci, Léonard je vous en prie. Varno pour cette présentation donc, qu'on a réalisée conjointement. Comme tu le disais, si les personnes ont des questions, ils peuvent s'adresser, ils peuvent nous écrire directement, contacter leur interlocuteur SAP ou JBN Smith privilégié. Et aussi, s'ils souhaitent, je les invite d'ailleurs à tester la solution qu'ils décrivent. S'ils souhaitent avoir le support de présentation aussi, on peut le partager. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et ça a été un plaisir en tout cas de réaliser ce webinaire ensemble pour l'ensemble des participants. Tout à fait. C'est un plaisir également partagé ici. Merci beaucoup. Merci, très bonne journée. Bonne journée.